Il n'y a pas, pour moi, meilleur talent pour un réalisateur et meilleur compliment pour un film que le fait d'avoir su capturer une époque. Être assez connecté à son monde et son environnement pour créer une œuvre qui devine le futur. Ces films, qui, avant un événement historique majeur, ont su capter les dynamiques et les angoisses profondes du temps et deviennent presque accidentellement des commentaires analytiques de ce dit événement. Ils ont su capter presque de manière prémonitoire ce qui se passait. Non pas au sens mystique du terme, mais comme si l'œuvre avait pressenti une fracture ou un basculement du monde. Je peux parler bien sûr des Fils de l'Homme de Cuarón, sorti en 2006, qui, bien qu'extrême, nous montre une réalité qui devient chaque jour plus proche sous fond de xénophobie institutionnalisée, de montée des régimes sécuritaires et d'une crise écologique et existentielle de plus en plus imminente. Je pense aussi à Perfect Blue, sorti en 1997, qui est un parfait commentaire de la célébrité en ligne 20 ans avant que ça existe. C'est comme si Satoshi Kon avait extrait toute la dissolution identitaire à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux de notre monde pour l'injecter dans son film. Et comment ne pas citer le plus grand marronnier de tous les marronniers, The Truman Show de Peter Weir, sorti en 1998. Un commentaire sur la télé-réalité, les influenceurs et la surveillance douce avant même que tout ça ne soit ne serait-ce qu'un concept dans notre monde. Mais ces exemples sont presque trop anciens, trop prémonitoires par rapport à l'époque qu'ils commentent. Le film dont on va parler aujourd'hui s'est retrouvé bien malgré lui à commenter un événement et ses conséquences alors que ceci se déroulait sous nos yeux. Aujourd'hui, on parle du tour de force, coup de génie et petit miracle que représente 28 jours plus tard. 28 jours plus tard est à l'intersection de deux histoires, celle du film de genre de zombie et celle de la carrière prometteuse du réalisateur britannique Danny Boyle. C'est la conjonction de ces deux trajectoires qui a permis l'émergence d'une œuvre profondément marquante. À l'aube des années 2000, le genre zombifique connaît un léger soubresaut alors qu'il était bien mort depuis le début des années 90. Resident Evil de Paul W.S. Anderson est un succès commercial malgré une esthétique que je qualifierais sobrement de détestable. C'est néanmoins un signal fort que le public est de nouveau prêt à être confronté à des morts vivants. 28 jours plus tard sort quelques mois après et est une révolution assez séismique puisque tous les Walking Dead et World War Z qui viennent ensuite doivent tout au renouveau qu'a apporté le film. Il a pour lui deux innovations de taille pour le genre, on n'est plus face à des corps réanimés mais bien à des infectés, et ces infectés courent comme des dératés. Avec le film de Danny Boyle, c'est toute l'esthétique du genre de zombie qui existait jusque-là qui se retrouve modernisée. Et le premier qui me sort que c'est The Crazies de George Romero qui l'a fait en premier, il a un peu raison, mais il serait aussi de très mauvaise foi. Et cette modernisation n'est pas totalement un hasard quand on se penche sur la carrière de Danny Boyle. Jeune metteur en scène de théâtre à ses débuts, puis couteau suisse précieux au sein de la BBC, il est largement considéré comme le responsable du renouveau du cinéma britannique dans les années 90. D'abord avec Shallow Grave, sorti en 1994, c'est là qu'il forme le quatuor considéré comme les Cool Kids du Royaume-Uni. John Hodge à l'écriture, Andrew MacDonald à la production, Ewan McGregor comme acteur et donc Danny Boyle à la réalisation. Et je pense que l'œuvre qu'on a tous en tête quand on pense à Danny Boyle, c'est le film monumental qui suit. Trainspotting en 1996. Véritable marqueur culturel et film mythique outre-Manche, cette fois ça le place comme un très grand réalisateur pour les années à venir. Pour rendre compte du séisme, quand le British Film Institute sort son classement des meilleurs films britanniques de l'histoire en 1999, soit seulement 3 ans après la sortie de Trainspotting, il est déjà 10e all-time. Cependant, la suite de sa carrière est moins pavée de réussite. A Life Less Ordinary en 1997 est un flop commercial et critique. Je ne comprends pas ce film où tout le monde semble prendre le parti de saboter ses propres forces. Mais c'est surtout The Beach en 2000 qui est un plus gros coup de massue. Tout est trop gros au niveau des moyens et des enjeux et Danny Boyle finit en burn-out. Donc quand on voit 28 jours plus tard, on est face à un Danny Boyle qui a faim et qui a envie de se prouver qu'il en a encore dans le ventre. Il vient de filmer 2 téléfilms avec la BBC, Strumpet et Vacuuming Completely Nude in Paradise. Comme vous le voyez à l'image, le style est très brut et rappelle celui qui sera utilisé dans le long métrage suivant. Ceux-ci sont fondamentaux dans l'approche que va utiliser le réalisateur.
L'équipe utilise des caméras DV pour digital vidéo qui permettent de filmer à moindre coût par rapport à de la pellicule pour une meilleure qualité que les caméras analogiques. Si l'aspect pratico-pratique explique l'utilisation de ces caméras, notamment quand on va détailler les conditions de tournage, il y a aussi tout un choix esthétique. Pour ces deux films, et 28 jours plus tard, Danny Boyle s'entoure de Anthony Dodmantle en chef opérateur. Il a fait ses gammes auprès des Danois du Dogme 95 avec notamment le très remarqué Festen de Nicolas Winterberg. Autant dire que dans la manière de filmer, Dodmantle n'était pas déboussolé quand il est arrivé sur ses projets du réalisateur britannique. Dans Strumpet, il renoue avec Christopher Eccleston à qui il donne le rôle du Major West. Quand Boyle parle de cette période, il aime beaucoup évoquer l'énergie électrisante du tournage, un côté Band of Brothers, tous concentrés vers un même objectif. Je ne sais pas vous, mais parfois cette énergie transparaît pas mal à l'écran. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser Cillian Murphy à avoir une réaction aussi extrême? Quand on rencontre le personnage de Jim, il se réveille d'un coma de 28 jours. Pendant ces 28 jours, la Grande-Bretagne dans son ensemble a été victime d'une épidémie de rage affectant les humains et les transformant en brutaux sauvages sanguinaires. Dans sa survie, il fera la rencontre de Selena, jouée par Naomi Harris, et Frank et Anna, joués par respectivement Brendan Gleeson et Megan Burns. Et casting de fou furieux, j'ai envie de dire. Les trois acteurs principaux ont pas plus d'un ou deux rôles à l'écran avant ça et sont donc pratiquement inconnus du grand public. Et Cillian Murphy est tellement un premier rôle atypique et pas si évident que ça par rapport à aujourd'hui. C'est difficile de trouver un autre acteur qui évoque avec autant de précision une beauté angélique au point d'en être un peu creepy. Je peux que seconder Christopher Nolan quand il lui a fait passer un essai caméra pour le rôle de Batman lui-même. Au bout de quelques minutes de test, deux choses lui sont apparues très clairement. La première, Cillian Murphy n'était clairement pas fait pour incarner Batman. Et la seconde, il venait d'assister à la performance de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Le fait d'avoir un personnage principal comme ça dans un film d'horreur, quelqu'un capable d'évoquer une plus grande empathie de la part du public et une légère étrangeté par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans ce genre, c'est assez unique. Le choix de caster des acteurs presque inconnus complimente la manière de filmer. Dans cette recherche d'ancrer le film dans la réalité par l'image, avoir des acteurs qui n'évoquent rien à l'époque pour le public renforce l'immersion et l'impression que ce qu'on voit est en train d'arriver à des gens de la vie de tous les jours. A l'inverse, Brendan Gleeson est précieux parce qu'il est un visage connu et donc rassurant pour le public après 30 minutes passées à être projeté dans une situation déroutante. Je pourrais aussi m'étendre en long, en large et en travers sur Naomi Harris et Christopher Eccleston, mais faut qu'on avance. Ce que vous devez retenir, c'est que je peux faire des tunnels sur beaucoup d'aspects et choix créatifs de ce film. Parce que c'est un des rares exemples magiques au cinéma où tout fonctionne. Je me suis arrêté sur le choix du casting des acteurs, mais pourquoi pas s'arrêter sur ce qui rend les infectés si terrifiants. Il y a un contraste évident entre le physique de ceux-ci, l'aspect brut de la force qu'ils dégagent, et nos survivants. Et ça, c'est parce qu'à part à de rares exceptions près, tous les infectés sont joués non pas par des acteurs, mais par des athlètes professionnels. Le contraste est alors plus saisissant, d'autant plus que les séquences avec les zombies sont accélérées légèrement. Et je pense que c'est le moment d'introduire un autre personnage clé dans l'élaboration de ce film. The Beach a été très douloureux pour Danny Boyle, parce que tout était trop grand, trop éloigné des uns des autres, le menant à cette équipe réduite pour 28 jours plus tard. The Beach est néanmoins très précieux pour la seconde phase de sa carrière à cause d'une rencontre. En effet, The Beach est une adaptation d'un livre du même nom et si vous êtes un lycéen britannique à cette époque, vous avez lu The Beach. L'auteur talentueux de cette sensation littéraire n'est nul autre qu'Alex Garland, le futur réalisateur d'Ex Machina ou Civil War plus récemment. Mais surtout, s'il n'a pas écrit le scénario pour The Beach, c'est John Hodge qui s'est chargé de l'adaptation, ce sera lui le scénariste des deux prochains grands succès de Danny Boyle, Sunshine et 28 jours plus tard. Si je vous parle de lui maintenant, c'est parce qu'il n'y est pas pour rien dans cette caractérisation novatrice des infectés. Alex Garland, c'est probablement un des scénaristes les plus talentueux de sa génération. Alors certes, son écriture très consciente d'elle-même et métaphorique, ça l'amène à produire des choses un peu bancales par moments, mais l'association avec Danny Boyle, c'est une des meilleures choses qui soit arrivée au cinéma. Un des aspects les plus fascinants du film réside dans l'alchimie créative entre deux forces artistiques en apparence opposées. La tension entre la mise en scène viscérale et sensorielle de Boyle et l'écriture cérébrale presque philosophique de Garland. Pour caractériser au mieux cette tension entre les deux, Danny Boyle n'a aucun attachement aux films de zombies quand Garland est presque un expert du genre. Les liens avec les films de Romero sont donc plus à trouver du côté du scénariste que du réalisateur.
Reprendre le point de départ de The Crazies avec une ville qui sombre dans la folie, c'est être un bon scénariste. Passer de la paranoïa anti-gouvernementale très 70s de ce film aux horreurs beaucoup plus caractéristiques des années 90 et 2000, c'est être un des meilleurs auteurs de sa génération. Parce que ça vous a sûrement pas échappé, 28 jours plus tard, c'est une des œuvres les plus effrayantes par rapport à un de nos fluides corporels. Il y en a partout dans le film, les infectés ont les yeux pleins de sang, vomissent du sang et une simple goutte de sang suffit à vous infecter. Et ça, c'est pas seulement parce que Boyle adore tout ce qui est crasseux à l'image. C'est à croire qu'Alex Garland a pris des notes sur ce qu'on faisait subir aux hémophiles chez nous pendant les années 80. Plus sérieusement, lui et Boyle font partie d'une génération traumatisée par l'épidémie du sida très prévalente dans les années 80 et 90. Cette peur constante de pouvoir se faire infecter à cause d'une erreur ou d'une égratignure a infusé directement dans 28 jours plus tard. Le film sait aussi rendre très viscéral des peurs très modernes liées à la mondialisation et le capitalisme, vous connaissez la chanson. Après tout, l'épidémie est causée par la fuite d'un singe infecté sur lequel des scientifiques ont mené des expérimentations. Garland extrapole sur des cas d'infection réels au virus Ebola qui auraient pu entraîner des conséquences beaucoup plus catastrophiques. Et si Danny Boyle parle directement du livre The Hot Zone comme inspiration pour l'épidémie, donc on a un lien direct avec Ebola, c'est difficile de ne pas penser à un autre scandale sanitaire bien britannique, celui-ci, comme ayant exercé son influence. Ils le disent aussi explicitement dans le making-of du film. On est au tout début des années 2000, mais les années 90 ont été marquées en Grande-Bretagne par un traumatisme sanitaire profond, celui de la crise de la vache folle. Pendant des années, les autorités ont nié ou minimisé les risques. Résultat, une maladie animale transmissible à l'homme à travers l'alimentation, des dizaines de morts, des troupeaux abattus par centaines de milliers, une paranoïa collective et un choc de confiance envers les institutions. Tout ça n'est absolument pas un terreau fertile à un film d'horreur zombifique, ceux-ci sont bien sûr la plupart du temps dénués de critiques sociales. Je pense que je peux quantifier ça à plusieurs heures de recherche sur ce film et c'est vraiment quelque chose que je trouve réellement magique, cette compétence qu'ont certains à matérialiser les angoisses de leur temps. 28 jours plus tard, c'est la parfaite combinaison entre Garland qui tisse une toile à partir de son époque et Boyle qui la rend aussi brutale et ancrée au réel par sa mise en scène. Et si les infectés et leurs menaces permanentes sont mémorables, il existe une autre horreur bien garlandienne à laquelle on est confronté dans les 10 premières minutes, et là encore, le mix des deux talents fait des merveilles. À son réveil du coma, Jim est seul, douloureusement seul. D'abord dans l'hôpital, d'ailleurs pour moi Danny Boyle doit toucher des royalties de The Walking Dead, mais c'est un autre sujet. Et wow, attendez là. Il est en train de s'envoyer une canette de Pepsi ou c'est moi? Cet horrible placement produit dans World War Z serait donc un hommage? Mark Foster est-il un génie? Oui bon, on est d'accord, c'est très certainement une coïncidence, mais je pouvais pas m'empêcher de mentionner ce détail. Voilà, on enchaîne. Jim est donc seul d'abord dans l'hôpital, puis dans Londres, et pendant 5 minutes, le personnage va errer dans des endroits bien connus, d'habitude peuplés en grand nombre. Seul subsiste le vide, parfois entrecoupé par d'agonisants cris de la part de Jim. Des scènes du film, c'est peut-être la séquence la plus mémorable. Une vraie scène d'horreur existentielle accentuée par ces endroits déserts que l'on verrait d'habitude pleins de vie et de bruit. Maintenant parlons technique et l'apport de Danny Boyle. Parce que cette séquence plutôt longue, elle ne représente finalement que quelques lignes dans le script. Le long métrage est filmé en majorité avec des caméras Canon XL1. Extrêmement peu chères pour l'époque, elles sont aussi hyper mobiles et faciles à utiliser. Je cite Danny Boyle, « On a filmé 7 matins consécutifs dès 4 heures. Pendant 2 à 3 heures, on avait assez de lumière et peu de monde dans les environs. » Ça a pris 2 minutes à Jim pour parcourir Westminster Bridge. Il y avait 10 caméras cachées qui pouvaient fonctionner sans opérateur. On a sélectionné les images de Jim passant devant chacune des 10 caméras, on a mis de côté le reste des bandes, puis on a tout monté ensemble. Ça donne l'impression qu'il met beaucoup de temps à traverser un Londres désert, alors qu'en réalité, il suffit juste d'arrêter la circulation ou les passants pendant quelques minutes à chaque fois. Ce film existe parce qu'il est filmé en numérique. The police were quite happy to assist us and the councils to assist us doing it because we could do it so quickly.
could be ready to shoot in literally minutes. C'est du guérilla filmmaking à son paroxysme et une leçon de débrouillardise. À part Dodd Mantle qui est encore chagriné de ne pas avoir pu filmer Londres ainsi à la pellicule, je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que c'est une merveille cinématographique. Ces images de caméra, choisies pour leur praticité, finissent par être celles qui donnent ce look si particulier au film. Une esthétique numérique qu'on retrouve dans très peu de films du début du XXIe siècle, pile avant que toute la technique connaisse une révolution presque sans précédent pour le médium. La résolution, c'est du 576i parce que la Grande-Bretagne utilise un système de codage vidéo différent, mais par abus de langage, on va dire que c'est du 576p. Donc ce que vous voyez là, ça a ça comme résolution normalement. Et c'est en partie ce qui donne ce look si particulier au film. Danny Boyle a un CV impressionnant en ce qui concerne son utilisation du numérique dans ses films, mais 28 jours plus tard a une esthétique tellement reconnaissable et magnifique. Est-ce que la pluie a déjà trouvé un écrin plus parfait que ce film? La sous-exposition et les couleurs désaturées renforcent l'immersion parce qu'on n'est jamais trop sûr d'où la menace va intervenir. À chaque plan, vous avez des idées ingénieuses derrière. On peut faire attention au jeu malin avec les réflexions, la presque double exposition pour les scènes de dialogue avec entre autres un aquarium, pourquoi pas. Il y a toujours un angle, un objet utilisé qui sort de l'ordinaire dans la composition de l'image. Ces caméras, qui pouvaient être vues comme handicapantes à cause de leur résolution, finissent par être un atout majeur en termes de créativité. Même quand le groupe quitte la ville pour la campagne en vue de rejoindre Manchester, l'image change pour complimenter ce changement de situation pour les personnages. D'un cadre avec un ciel jaune pourri et oppressant, on passe à une peinture plus onirique où nos protagonistes peuvent prendre le temps de réfléchir et de philosopher sur leur situation. Même le plan de transition entre les deux situations est limite une peinture en aquarelle. Un plan très boylien qui peut parfois faire sortir carrément du film, comme la séquence en 16 bits dans The Beach, mais qui ici vient renforcer l'aura expérimentale générale de 28 jours plus tard. Mais même lors de cette séquence idyllique, la peur n'est jamais très loin. Lorsque le film revêt son esthétique première après une rencontre entre Jim et un enfant infecté. Le dernier tiers du film est aussi très particulier dans son esthétique et son propos, mais pour en discuter, je dois aborder l'intrigue de 28 jours plus tard plus en détail, donc spoiler alert. Le groupe quitte Londres pour Manchester, pas seulement par manque de ressources, mais aussi à cause d'un message diffusé à la radio. Arrivé à destination, Frank est malencontreusement infecté dans une séquence que je qualifierais de traumatisante pour ma part. Stay where you are. Dad? Keep away from me! Dad? Keep away from me! Keep away from me! Keep away! Et le reste du groupe est sauvé in extremis par un groupe militaire. Mais sont-ils vraiment sauvés? Point d'interrogation, je suis très intelligent et j'ai assimilé tous les tropes de la pop culture. Et avant de répondre à cette question, je pense qu'il est temps d'aborder la réception et comment a été discuté le film à sa sortie. Dans l'intro, j'ai parlé du fait que 28 jours plus tard commente son époque lorsqu'il est projeté au cinéma. Alors certes, l'habillage des infectés et le moteur de la peur s'en ressent grandement, mais il y a une autre couche plus profonde qui a particulièrement résonné avec le public de l'époque. Si vous faites le rapprochement avec la date de sortie du film, normalement vous l'avez. Quand Night of the Living Dead de George Romero sort en 1968, il est clair qu'il est inspiré par la colère ambiante de l'époque et infusé dans son esthétique par les images brutales de la guerre du Vietnam et du mouvement américain des droits civiques. Quand 28 jours plus tard de Danny Boyle sort en 2002, il est clair qu'il est inspiré par la colère ambiante de l'époque en Occident, conséquente des attaques du 11 septembre sur le World Trade Center. Sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Le tournage du film a commencé le 1er septembre 2001, soit 10 jours avant les attentats. Et toutes ces scènes de Jim errant seul dans un Londres déserté, d'après Boyle, ça aurait été presque impossible post-11 septembre au niveau des autorisations. Même cette scène, avec tous ces avis de recherche de proches qui est dangereusement évocatrice des images de New York après l'effondrement des deux tours, n'est même pas inspirée par cet événement. C'est perturbant de voir à quel point son sous-texte est calqué sur la réaction occidentale post-11 septembre, alors que ce n'est même pas le propos de base. Danny Boyle évoque le terme de rage sociale comme thème premier.
comment la société en général a perdu sa patience et qu'on est tous à 1 ou 2 encablures de perdre le contrôle et commettre des atrocités. Alex Garland et lui ont su discerner une dynamique qui était en train de bouillir autour d'eux et qui s'est matérialisée lors du 11 septembre et ses conséquences. C'est moins évident chez nous grâce à un De Villepin qui, encore aujourd'hui, surfe sur le clout de son refus de s'engager dans une guerre contre l'Irak, mais aux États-Unis, comment dire que cette rage qui se diffuse dans la population, ils l'ont un peu vécu personnellement. Au lendemain des attentats du 11 septembre, les États-Unis et l'OTAN ont déclenché une gigantesque opération militaire au doux label de War on Terror. S'ensuivent les invasions de l'Afghanistan et plus tard de l'Irak au prix d'innombrables victimes, surtout parmi les populations envahies. Et pour faire accepter ces invasions au peuple américain, l'État a mobilisé une propagande importante dans les médias de masse. Si ces opérations militaires sont bien impopulaires aujourd'hui, il faut bien se rappeler que ces invasions n'étaient pas loin d'avoir l'assentiment de tous au début des années 2000. L'administration Cheney a su capitaliser sur le désir de revanche américain afin de justifier toutes ces exactions. Comment dire que si vous étiez anti-guerre à cette époque aux États-Unis, vous vous sentiez bien seul. Et bien malgré lui, 28 jours plus tard, a visé pile dans ce sentiment. Après tout, dès le premier plan du film, le singe est certes infecté par la rage, mais pour catalyser celle-ci, les scientifiques lui font regarder tout simplement les infos du JT. Le sous-texte a été retrouvé mort dans le caniveau. Il y a quelque chose de tellement évocateur dans le personnage de Jim qui se réveille d'un coma dans un monde méconnaissable, entouré de ses semblables contaminés par la rage causée par les médias, je le rappelle. #Deep. Ce n'est peut-être pas totalement sorcier que nos 2 auteurs aient pu taper juste sur le présent en s'inspirant de ce qui s'est fait hier. Les scènes d'atrocités qu'on peut voir dans le film et celles impliquant des cadavres notamment s'inspirent directement d'images des génocides très récents à l'époque du Rwanda ou de Bosnie. Quand on part de ce cadre d'intention dans l'élaboration d'une œuvre, c'est un peu difficile de ne pas se retrouver comme visant très juste sur la culture annihilatrice états-unienne du début des années 2000. Ce qui me ramène à la rencontre de la bande de Jim avec les militaires. Je vous remets le message diffusé par ceux-ci. Oh my God. Comment dire que ce dernier est terriblement séduisant et réconfortant pour une bande de survivants qui sont sur leurs dernières ressources. Dans leur désarroi face à la situation, le désir de sécurité les pousse à opter pour la solution militaire, comme un miroir vers les Américains qui ont soutenu leur armée et son invasion du Moyen-Orient par peur de récidives d'attaques sur leur sol. La rencontre avec le Major West, joué impeccablement par Christopher Eccleston et son aura menaçante, semble tenir ses promesses de prime abord. Chef d'un bataillon stationné dans un énorme manoir, le salut face à l'apocalypse semble enfin se présenter à nos survivants. Mais très vite, des failles commencent à remonter à la surface. Ils gardent un de leurs camarades infectés enchaîné dans la cour, les soldats ressemblent plus à une bande d'adolescents en roue libre qu'à un réel bataillon discipliné, jusqu'à la révélation du Major West. What do 9 men do except wait to die themselves? I moved us from the blockade, I set the radio broadcasting, and I promised them women. Anna et Selena sont faites captives et revient à Jim la responsabilité de les sauver dans le climax du film. Le manoir est une merveille de design pour représenter ce jardin d'Éden grotesque que le Major West souhaite construire. Mirorant parfois l'expressionnisme allemand, le film garde cependant les composantes du début. Angles étranges, la caméra interagissant avec les objets de manière diégétique, c'est encore une fois la technologie numérique qui donne ce grain surréaliste au 3e acte. Et puis la pluie quoi, juste la pluie. Ce déchaînement de violence suit le classique trope des humains comme réels monstres et véhicules de destruction dans l'apocalypse. On voit Jim en devenir un lui aussi, brouillant les lignes entre infectés et humains, un esprit de vengeance s'abattant sur les soldats en classique anti-héros. Je cite un article de Collider. Au cœur de 28 jours plus tard, les perpétrateurs de violence ne sont pas exclusivement les zombies, mais aussi les survivants devenus hostiles dans un effort concerté pour survivre à la prochaine catastrophe. Cela fait écho au cycle vicieux de violence provoqué par le 11 septembre. Où la haine qui a alimenté les attentats du 11 septembre a ensuite suscité une xénophobie qui a déclenché une guerre ne faisant qu'alimenter davantage l'hostilité anti-américaine au Moyen-Orient. Jim est passé d'un naïf survivant accidentel de la catastrophe à un avatar de la violence indistinguable des infectés.
Son arc narratif est en contraste avec celui de Selena qui passe de survivante impitoyable en une âme plus compatissante prête à échanger la simple survie pour une vie qui mérite d'être vécue. Et alors qu'ils s'échappent ensemble du manoir, ils font face à un dernier obstacle. You killed all my boys. Wait. Cut to Black, un nouveau titre apparaît. Comme au début du film Jim se réveille, la première chose qu'on remarque c'est que l'image est différente parce qu'à l'inverse du reste du film, l'épilogue n'est pas filmé à la Canon XL1 mais à la pellicule 35 mm. C'est tellement réconfortant et proche de ce que nous avons pour habitude de voir au cinéma. Comme si le médium en lui-même s'adressait à nous pour nous dire « Hey, c'est bon, le cauchemar est terminé là ». Quand la narration se veut réaliste et abrasive, l'image va la complimenter en adoptant un look réaliste et abrasif. Mais quand la situation est apaisée et porteuse d'espoir, la cinématographie suit là aussi. 28 jours plus tard est une merveille dans son intentionnalité de coupler sa mise en scène à son propos. Et son épilogue est une nouvelle preuve que c'est tout sauf un accident. Au moment de conclure cette vidéo, je pense que j'ai assez complimenté 28 jours plus tard. Sa capacité à autant résonner avec l'ère post-11 septembre, où une violence nourrie par la haine s'est propagée et répandue tel un virus épidémique, a consolidé son héritage comme l'un des films les plus marquants de son époque. Quand j'écris ces mots, 28 ans plus tard vient à peine de sortir. Et les premiers retours me font dire que nos deux compères ont bien digéré l'ère post-Covid et le Brexit pour nous livrer une nouvelle œuvre marquante. Personnellement, j'aimerais plutôt ouvrir le débat avec la question « C'est quoi le film qui a su trouver un écho inattendu avec notre époque récente ?» Je vous laisse répondre en commentaire, mais personnellement, j'ai déjà un avis très tranché. En 2023 sont sortis à très peu de mois d'intervalle The Zone of Interest de Jonathan Glazer et Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Deux films monumentaux et deux films dénonçant les mécaniques génocidaires et la capacité des perpétrateurs à vivre en paix tout en détournant l'œil de leurs exactions. Et surtout, deux films réalisés avant les attaques du 7 octobre 2023 et l'acceptation presque totale du monde occidental du génocide à Gaza. Nous avons encore la preuve que l'art est capable, lorsque ses auteurs sentent les mécaniques à l'œuvre de leur époque, de prédire l'avenir avec une précision déprimante. Et sur ces mots, j'aimerais conclure avec les propos de Jonathan Glazer lors de son discours aux Oscars. Tous nos choix créatifs ont été faits pour faire réfléchir et nous confronter avec le présent. Non pas pour dire regardez ce qu'ils ont fait à l'époque, mais plutôt regardez ce que nous faisons maintenant. Notre film montre vers quoi mène la déshumanisation dans sa pire démonstration. Elle a façonné tout notre passé et notre présent. Aujourd'hui, nous nous présentons devant vous en tant qu'hommes refusant que leur judéité et la mémoire de la Shoah soient détournées par une occupation et un conflit qui ont coûté tant de victimes innocentes. Que ce soit les victimes du 7 octobre en Israël ou l'attaque en cours à Gaza, tous sont victimes de cette déshumanisation. Comment y résistons-nous ? Alexandra Bistron-Kolodziejczyk, la jeune fille qui rayonne dans le film, comme elle le faisait dans la vie, a choisi de résister. Je dédie ce prix à sa mémoire et à sa résistance. Merci.